troisième partie de cette édition avec Territoire Sénat, l'actualité parlementaire et politique et les titres de cette actualité ce matin. Saveria pour ceux qui nous rejoignent. Bonjour à tous. La France sera bientôt le 55e pays à interdire fessées, gifles et autres brimades. Le Sénat se penche sur une loi qui interdit les violences éducatives ordinaires. Nous recevrons la rapporteure de ce texte, la sénatrice socialiste Marie-Pierre de La Gontrie. Un parquet aux ordres de l'Élysée dans l'affaire Benalla, c'est l'accusation que portent certains sénateurs après le classement sans suite de la procédure pour faux témoignage, une procédure qui visait Patrick Stroda, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Est-ce la fin de la guerre entre l'exécutif et le Sénat? Réforme de l'école, loi santé, loi biodiversité. Depuis un an, les deux chambres ont trouvé des accords pour faire adopter les 2/3 des réformes en cours. Est-ce donc le retour du Sénat constructif prôné par Gérard Larcher? Nous poserons la question dans cette édition. Mais tout d'abord, donc, un parquet aux ordres de l'Élysée dans l'affaire Benalla. C'est l'accusation que portent certains sénateurs après le classement sans suite de la procédure pour faux témoignage. Une procédure qui visait Patrick Stroda, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Le bureau du Sénat avait décidé de saisir la justice après les auditions de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla. Les détails avec Marie Brémaud. Pas de poursuite judiciaire donc dans l'affaire Benalla pour Alexis Collère, secrétaire général de l'Élysée, le général Lavergne, ancien chef de la sécurité du président de la République, et Patrick Stroda, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Le parquet de Paris a estimé qu'il n'avait pas menti devant la commission d'enquête sénatoriale. C'est pourtant ce qu'avaient conclu les sénateurs en février 2019 dans leur rapport. Ils avaient considéré que les trois proches d'Emmanuel Macron avaient retenu une part significative de la vérité lors de leur audition, notamment sur la question des missions exercées par Alexandre Benalla à l'Élysée. Pas de commentaires du côté du Sénat et notamment de la part du co-rapporteur de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla. C'est une décision du parquet qui ne relève que du parquet et qui ne dépend que du parquet, point. Et nous, parlementaires, nous n'avons pas à faire de commentaires. Cela tient notamment à l'une des phrases du communiqué du parquet du procureur. En clair, le parquet reproche aux sénateurs d'avoir empiété sur le travail de la justice dans cette affaire. Si cette décision fait grincer des dents au Sénat, il y en a un qui s'en réjouit, Patrick Stroda. L'entourage du directeur de cabinet du président estime que cette décision de justice met en avant l'opération politique menée par la commission d'enquête du Sénat. Il se dit même que Patrick Stroda pourrait bien demander des excuses à son président, Philippe Bas. Les va-et-vient de Marion Maréchal continuent de troubler la droite. Après un dîner la semaine dernière avec des élus, les Républicains, c'est une invitation à l'université d'été du MEDEF qui crée la polémique. Invitation finalement retirée. Explication Jérôme Rabier. Les premières réactions au dîner entre des élus LR et Marion Maréchal avaient été plutôt timides. Pas d'appel à exclure les participants dont fait partie le sénateur LR du Val-d'Oise Sébastien Meurant. Mais les ténors de la droite ont fini par intervenir et c'est Gérard Larcher, le président du Sénat, qui a rappelé le mot d'ordre face à l'extrême droite. J'ai toujours dit qu'il devait y avoir une cloison étanche entre nous et le Rassemblement national. Et un dîner, qu'on le veuille ou non, c'est une brèche. Et je considère qu'ils se sont mis d'eux-mêmes en dehors des valeurs de notre formation politique. J'aurai l'occasion de le rappeler puisque nous nous retrouverons le 6 juillet autour des valeurs et des engagements. En pleine déroute après les européennes, les Républicains ne veulent pas apparaître comme sensibles aux sirènes du Rassemblement national. Le président par intérim du parti a lui aussi rappelé la ligne rouge à ne pas franchir. L'appartenance à LR implique une étanchéité totale avec l'extrême droite, affirme-t-il dans une interview au Figaro. Une étanchéité à laquelle le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, a tenté de déroger. Il souhaitait voir intervenir Marion Maréchal lors de l'université d'été du mouvement patronal prévu fin août. Mais face aux menaces de boycott d'élus En Marche et de certains sponsors, il a dû faire marche arrière. Vu l'interprétation politique qui est faite du projet de débat sur la montée des populismes, j'ai décidé de le supprimer purement et simplement. Il n'y aura donc ni intervenant Rassemblement national, ni intervenant la France insoumise. Officiellement en retrait de la vie politique, la nièce de Marine Le Pen est en tout cas au centre de toutes les attentions des Républicains au patronat.
Voilà, et invité à l'instant sur ce plateau, Sébastien Chenu, le porte-parole du Rassemblement national, déclare « Nous sommes le point central de l'opposition ». Je vous propose de l'écouter. Je pense que tout ce qui peut faire tomber les cloisons, les murs, les barrières entre des gens qui aspirent à redresser la France, eh bien, vous savez, c'est pas d'ailleurs uniquement une problématique française. Je regardais en Allemagne, Monsieur Gauck, qui était le président de la République allemande, qui n'est pas très connu, eh bien, il a appelé la CDU, dont il est issu, à parler avec l'AfD, qui sont, nous, nos partenaires allemands. Donc, aujourd'hui, on voit bien que nous sommes le Rassemblement national, les personnalités du Rassemblement national, les idées que nous portons au centre du jeu, parce que par 2 fois les Français nous ont mis en tête ou en tête de l'opposition dans ce pays. Donc nous sommes le point central de l'opposition, et qu'on aspire à savoir ce que nous pensons, à vouloir travailler avec nous, à échanger avec nous, me semble tout à fait légitime. Voilà un tout autre sujet maintenant, une loi contre les abandons massifs d'animaux domestiques. 240 parlementaires annoncent le prochain dépôt d'un texte pour en finir avec les abandons d'animaux, en particulier à l'approche des grandes vacances. En moyenne, 60 000 animaux sont abandonnés chaque été. Ça me rend fou. Vous savez que la France est championne du monde de l'abandon d'animaux. Vraiment, vraiment. Nouvelle campagne justement pour lutter Comment contre les gens peuvent ce phénomène. Comment les gens peuvent faire ça? Merci. On lance le face-à-face dans un instant. Claire de la Gontrie est avec nous. Marie-Pierre. Bonjour Marie-Pierre de la Gontrie. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes arrivée, vous êtes sénatrice PS de Paris. Absolument. Bonjour Marie-Pierre de la Gontrie. Une réaction tout d'abord à la décision du parquet de classer sans suite l'enquête pour faux témoignage contre Patrick Stroda et Alexis Kohler dans l'affaire Benalla. Vous avez participé, vous êtes membre de la commission des lois, donc vous avez participé à cette commission d'enquête. Est-ce que la justice est aux ordres de l'Élysée? Est-ce que le parquet n'est pas indépendant? C'est 2 sujets différents. C'est-à-dire que... Mais c'est 2 questions qui se posent. Oui, mais sauf que concernant l'affaire Benalla et les circonstances que vous évoquez, nous considérons, et vous l'avez noté je pense déjà, que nous n'avons pas à commenter le choix du parquet. De la même manière que le parquet ou d'autres n'ont pas à commenter ce qu'a décidé la commission d'enquête ou le bureau du Sénat. Restons dans le respect des institutions et de la répartition des rôles de chacun. La question de l'indépendance du parquet est une autre question. C'est une des raisons pour lesquelles, moi personnellement, je regrette si nous ne faisons pas la réforme constitutionnelle. Parce que aujourd'hui en France, le parquet n'est pas totalement indépendant. Les choses ont progressé beaucoup. Mais nous n'en sommes encore pas là. Et par ailleurs, comme le procureur de Paris qui a rendu cette décision a été nommé dans des conditions qui ont laissé penser que le pouvoir avait à voir avec ça, vous voyez, je le dis de manière très polie, forcément on s'interroge. C'est pour ça qu'il faut d'ailleurs que le parquet soit totalement indépendant. Est-ce que cette décision du classement sans suite a été prise en toute indépendance par le parquet de Paris ? Écoutez, nécessairement, moi je respecte les décisions du parquet de Paris. Je note d'ailleurs que dans son communiqué, le procureur dit que dans un premier temps, ce que dit M. Stroda, par exemple, n'est pas exact, et ensuite qu'il complète. Moi, j'ai noté quand même que dans toutes les personnes qui étaient concernées par cette saisine du parquet par le Sénat, qui ne disaient pas poursuivez, qui disaient voilà, nous on pense qu'il y a un problème, vous devriez regarder. 2 vont effectivement, semble-t-il, être poursuivis par le parquet, c'est d'une part M. Benalla, d'autre part M. Kras, et qu'ensuite, les 3 autres, 2 restent très discrets, et M. Stroda s'exprime. Ce que j'indique cependant, si vous le permettez, c'est qu'en tout état de cause, et je crois que les Français l'ont bien compris, heureusement qu'il y a eu la commission d'enquête. Heureusement que nous avons pu, grâce à cela, mettre à jour les dysfonctionnements massifs de l'Élysée. Et si j'y reviens, c'est que nous avons vu encore il y a quelques jours des comportements des forces de l'ordre à Paris qui ont posé un problème sérieux puisque... Une enquête est ouverte. Oui, non, une enquête n'est pas ouverte. Le ministre de l'Intérieur a fait savoir hier devant les réactions qu'il demandait que le préfet de police lui explique. Non, pourquoi? Excusez-moi, je souhaite néanmoins terminer mon propos. Je pense que l'affaire Benalla, c'est le symptôme de l'espèce d'impunité du pouvoir et d'impunité que parfois on donne à tort au comportement des forces de l'ordre, et du coup, ça peut donner lieu à des dérives. Je pense que tout ça est une leçon, et je pense que le pouvoir n'en a pas tenu compte. Très rapidement, l'entourage de Patrick Stroda qui demanderait des excuses à Philippe Bas, le président de la commission d'enquête, le président de la commission des lois du Sénat. C'est inouï, inélégant, inapproprié?
Mais moi, je suis très étonnée. Des excuses de quoi? D'avoir respecté la Constitution? C'est quand même tout à fait extravagant. Moi, j'ai assisté aux auditions de M. Stroda. J'ai vu comment, à quelques mois de distance, il disait des choses différentes. Donc, qu'il ait vécu cet épisode de manière difficile, mais qu'il se retourne vers sa propre structure. Ce monsieur était chargé de diriger l'équipe de l'Élysée. À l'évidence, je pense que tout ça n'a pas été géré de manière optimum. Marie-Pierre de La Gontrie, venons-en maintenant à votre texte, dont vous êtes la rapporteure sur les violences éducatives ordinaires. Un texte qui devrait être adopté cette semaine par le Sénat, après l'avoir été par l'Assemblée nationale. La France est donc en route pour devenir le 55e pays à interdire fessées, gifles et autres brimades à l'encontre des enfants. Explication Adrien Develay. Le Parlement va-t-il finalement proscrire les violences éducatives ordinaires? Dans le collimateur de la commission des lois du Sénat, un geste jugé humiliant et violent pour les enfants, la fessée. Et les défenseurs de son interdiction ont bon espoir. On sent que la France est prête à appliquer, à mettre en place effectivement la Convention internationale des droits de l'enfant, à donner aussi sa place à des approches éducatives qui ne seront pas basées sur le droit de correction. En mars, le Sénat a déjà adopté une proposition de loi similaire. Le code pénal interdit déjà toute forme de violence physique envers les enfants. Toutefois, il existe une jurisprudence qui admet un droit de correction. En France, 85% des parents reconnaissent encore avoir recours à la fessée. L'enfant apprend évidemment par imitation et comme c'est une pratique évidemment beaucoup de présence et d'importance dans la société française, il y aurait par reproduction de comportements, les parents continuent à utiliser de la petite correction donnée, par exemple au moment d'une mise en danger de l'enfant qui effraie le parent, jusqu'à des comportements qui effectivement peuvent être beaucoup plus graves. La proposition de loi a été adoptée presque à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Après le vote du Sénat, la France deviendra peut-être le 55e pays du monde à interdire la fessée. Pourquoi il fallait une loi, Marie-Pierre de La Gontrie, pour interdire ce type de violence? La législation actuelle n'est pas suffisante? Vous savez, la loi, en l'occurrence le Code civil, c'est ce qui fonde notre pacte social. Et donc, il faut énoncer un certain nombre d'obligations, de règles et de principes. Ça ne l'était pas. Ça ne l'était pas concernant ce sujet. Il y avait des dispositions dans le code pénal, mais avec une chose assez curieuse, c'est que la jurisprudence reconnaissait ce qu'on appelle un devoir de correction. C'est-à-dire qu'au fond, il était considéré parfois que, ma foi, selon les cas, ça ne posait pas vraiment problème, etc., etc. Donc, si on veut marquer les choses de manière principielle, il fallait l'indiquer dans les modalités d'exercice de l'autorité parentale. C'est le choix que nous avons fait, c'est dans le Code civil, dans les articles qui seront lus le jour du mariage. Donc, lorsque deux personnes vont se marier, vous savez, on vous lit les articles du Code civil, et il y aura donc cette phrase supplémentaire sur l'autorité parentale qui devra s'exercer sans violence physique ou psychologique. Vous l'avez rappelé dans le sujet, il y a un grand nombre de pays qui l'ont fait. En Europe, il y a 25 sur 28 pays qui ont déjà interdit. Donc c'est un retard qu'il était temps de rattraper. C'est un retard. Nous avons ratifié la Convention sur les droits de l'enfant. Il fallait la respecter. Et donc, vous savez, toutes ces humiliations, brimades, parfois effectivement coups, je pense que c'est important. On l'a vu parce que c'est aussi quelque chose peut-être de générationnel. Beaucoup des parents d'aujourd'hui, ou en tout cas d'hier, ont connu cela et parfois disent « Ah, ma foi, la belle affaire ». Ce qu'on sait, c'est que si on veut lutter contre le fait que la violence serait un mode de résolution des conflits, il faut, dès le plus jeune âge, apprendre à l'enfant que pour résoudre un conflit, ce n'est pas le rapport de force. Et chacun le dit, la violence n'est pas un mode d'éducation. Et moi, je suis très heureuse que le Sénat, avec une profonde réflexion, ait déjà voté il y a quelques semaines ces dispositions dans un autre texte législatif et s'apprête, comme la commission des lois qui l'a voté à l'unanimité, s'apprête à le voter demain. C'est un grand pas en avant. Autre grand sujet, autre grand débat, la PMA. Vous étiez samedi à Paris à la marche des fiertés LGBT. Vous regrettez que cette grande loi de société n'ait pas été votée par un gouvernement socialiste, n'ait pas été votée sous François Hollande? Vous savez, moi j'ai le souvenir très vif de ce que nous avons fait concernant le droit des personnes
LGBT. Chacun se souvient du mariage pour tous, qui a été une mobilisation très longue, très forte, et un vrai courage politique de la part de François Hollande, de Christiane Taubira et de l'ensemble de la gauche. Sur la PMA, nous avions avancé, et ça n'a pas été possible. Donc, il faut le faire aujourd'hui. Néanmoins, je pense que ça va être très compliqué, parce que je vois, comme parlementaire, je commence à recevoir des messages anti-PMA. J'ai reçu la semaine dernière des cartes postales, je ne sais pas qui finance toutes ces opérations. J'ai reçu des mails sur mon mail du Sénat. Donc, on sent que ça va être un combat très difficile de l'ordre, je pense, soit celui du mariage, soit celui de la loi Veil. Est-ce que c'est aussi une réponse à ceux qui jugent qu'Emmanuel Macron n'est plus au centre, mais à droite, en clair? Est-ce que c'est aussi un procédé électoraliste? Écoutez, c'est à lui qu'il faut poser la question. Je pense qu'en tout cas, c'est une avancée qu'il faut opérer, et en tout cas, la gauche sera présente. Un dernier mot, l'encadrement des loyers qui entre en vigueur aujourd'hui à Paris. Votre position sur cette mesure, est-ce que c'est efficace pour lutter contre le logement cher? Mais c'est indispensable, parce qu'à Paris, comme on a insuffisamment de logements pour les petites surfaces, les loyers s'envolent, on le sait tous. Et certains propriétaires abusent. Donc mettre en place ce système qui n'est pas extraordinairement contraignant non plus, c'est une nécessité. Beaucoup de villes le font. J'indique, Berlin a interdit l'augmentation des loyers, pas l'encadrement, l'augmentation des loyers pour 5 ans. Merci. Donc c'est pas vraiment le communisme couteau entre les dents comme certains essayent de nous le faire croire. Pierre de la Gontrie, sénatrice PS de Paris. Comment vous prenez-vous les critiques qui viennent de toutes parts sur la gestion de la ville de Paris par Anne Hidalgo, circulation impossible, pollution, saleté de la ville, toutes ces tribunes dans les journaux venant de tous les milieux, artistiques, économiques. Comment vous prenez ça, vous? Vous l'avez soutenu beaucoup. Ah mais je la soutiens toujours. Je pense que d'abord votre vision est sans doute, un petit peu, pardonnez-moi, simpliste, réductrice. Mais je suis parisien aussi, je circule aussi. J'entends. Vous savez. Je n'ai pas en doute votre propre jugement. Je dis simplement que on ne peut pas à la fois vouloir une ville qui s'adapte. Par exemple, tout le monde a eu très très chaud, y compris à Paris, dans les jours qui viennent de s'écouler. Tout le monde a compris maintenant à peu près qu'il faut verdir et qu'il faut transformer la ville pour que dans les années qui viennent, peut-être que nous ne serons même plus vivants, ni vous ni moi, on puisse supporter. Mais oui, en attendant, vous proposez quoi? Que parce que nous avons notre confort, nous restions installés tranquillement. Je pense qu'une ville doit se transformer. Moi, vous savez, j'ai été élu avec Bertrand Delanoë. On disait, attention, avec Jacques Chirac et Jean Tibéry, Paris devient une ville musée. Donc, il faudrait savoir, par ailleurs, ces travaux qui vont se terminer dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, vous verrez que les Parisiens en seront très heureux. Merci beaucoup, Marie-Pierre de la Gontrie, sénatrice PS de Paris. L'agenda, ce qui se passe au Sénat cette semaine. À 9h30, un grand colloque sur la Legal Tech, la technologie au service du droit. Parlementaires et juristes dialogueront autour des projets concrets rendus possibles par les innovations technologiques. Une journée en présence de Philippe Bas et de Nicole Belloubet. À 9h30 demain, ouverture de la session extraordinaire. On vient d'en parler avec notamment, bien sûr, la proposition de loi sur l'interdiction des violences éducatives ordinaires. Et puis toujours demain à 15h30, c'est l'audition de Nicolas Lerner, le directeur général de la DGSI, qui va être entendu par la commission d'enquête sur la souveraineté numérique. Une audition alors que les affaires d'espionnage et de vol des données personnelles se multiplient. Merci beaucoup, Saveria. On passe maintenant à l'œil de l'éclairage politique de cette édition. À tout de suite. Merci beaucoup. Et on accueille Jean-Baptiste Daoulas, qui est éditorialiste à l'Express. Bonjour, merci. Bonjour Jean-Baptiste. Sur ce Jean-Baptiste. plateau. Bonjour, merci d'être là. Heureuse de vous accueillir. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, les 2/3 des textes, des projets de loi, des propositions de loi ont été adoptés avec l'accord du Sénat, c'est-à-dire en clair que les CMP, les commissions mixtes paritaires ont abouti. Est-ce à dire en fait que les relations ne sont pas si tendues entre l'exécutif et le Sénat? Peut-être que vous pouvez d'abord rappeler pour nos téléspectateurs ce qu'est une CMP. Alors une CMP, c'est une commission mixte paritaire. En fait, c'est un petit groupe de 7 députés, 7 sénateurs, dont la couleur politique va refléter l'équilibre des forces dans chaque chambre, qui se réunissent une fois que l'Assemblée et le Sénat se sont prononcés chacun sur un texte, pour voir si on peut trouver une version commune qui permette à la fois d'abréger l'examen
l'examen du texte. Une fois que le Sénat et l'Assemblée se sont mis d'accord, le texte sera voté définitivement dans chaque chambre. Et puis, donc c'est vraiment de trouver une version qui soit définitive. Et la CMP, c'est l'une des instances les plus mystérieuses, encore les plus secrètes finalement du Parlement, puisqu'il n'y a pas de caméra, c'est à huis clos, et même le gouvernement n'est pas invité. C'est vraiment les députés et les sénateurs qui se mettent d'accord sur le texte, et point final. Voilà, une fumée blanche sort, oui ou non, du texte. Alors justement, quels sont les textes, quelles sont les lois qui ont abouti récemment, l'école, la santé, la biodiversité, c'est ça? Oui, trois gros textes. Alors après, chaque texte est différent. Par exemple, sur la loi santé, il n'y avait pas de différence irréconciliable entre le Sénat et l'Assemblée. Donc c'était pas forcément étonnant que les deux arrivent à se mettre d'accord plutôt facilement en commission mixte paritaire. Sur la loi école, notamment, la loi Blanquer, là, il y avait vraiment un potentiel de négociation puisque les positions étaient assez différentes, notamment par exemple sur la fusion école-collège dont les sénateurs ne voulaient pas. Eh bien, Jean-Michel Blanquer a fait un pas en leur direction, et puis les sénateurs ont accepté de renoncer à une disposition qui était quand même assez politique, assez politicienne sans doute, sur l'accompagnement des sorties scolaires pour les mères voilées. Les sénateurs souhaitaient l'interdire, les députés n'en voulaient pas. Finalement, ils ont accepté de renoncer, et c'est important le fait qu'un compromis ait été trouvé, puisque ça veut dire que l'examen du texte s'arrête et que la loi va pouvoir s'appliquer dès la rentrée de septembre, alors que si la navette avait continué, ça aurait sans doute continué jusqu'à peut-être fin juillet. Une fois que les décrets d'application sont entrés en vigueur, est-ce que les apports du Sénat sont retenus quand il y a accord? Quand il y a accord, oui, notamment, donc là je vous le disais, sur les fusions collège. Dans la réforme de l'école, exactement. Sur la loi école, toujours, les sénateurs ont obtenu, alors c'est assez compliqué à expliquer, mais disons que c'est notamment des modalités de formation continue pour les enseignants du secondaire sur lesquels ils voulaient avoir des assurances, et le gouvernement a accepté d'aller dans leur sens. Et puis sur la loi biodiversité, les sénateurs avaient réécrit complètement le projet de loi, il en avait fait quelque chose d'assez pro-chasseur. Le fait est que le gouvernement a accepté disons, minorer un peu le texte très écolo. Voilà, le délit d'entrave à la chasse. Alors, il est retiré, le délit d'entrave à la chasse, mais il reviendra par une autre porte, puisqu'il y aura a priori une proposition de loi sénatoriale que le gouvernement s'est engagé à accepter, ou en tout cas à regarder avec un regard très bienveillant. Pour terminer rapidement, quelques mots sur les échecs, là où ça ne marche pas, donc ces discussions entre Sénat et Assemblée, la réforme de la justice, le texte sur la reconstruction de Notre-Dame de Paris, ou encore le projet de loi Pacte. Pourquoi? Parce qu'il y avait effectivement la privatisation d'Aéroports de Paris dans cette loi Pacte. Là, il n'y a pas eu d'accord. L'accord, il n'est pas obligatoire. Après, je dirais qu'il y a deux types de désaccords. Il y a le désaccord vraiment idéologique, c'est-à-dire que si vous avez un Sénat de gauche, ou plutôt un Sénat de droite et une majorité à l'Assemblée de gauche, sur un texte par exemple budgétaire, ou sur des textes comme la justice, vous n'allez jamais les mettre d'accord. Après, il y a un autre type de désaccord, c'est vraiment le message politique que veut envoyer le Sénat. Là, sur Notre-Dame de Paris, par exemple, ils n'ont aucune envie de laisser les pleins pouvoirs à Macron sur la reconstruction de Notre-Dame. Clairement, ils ont marqué un acte politique. Sur Aéroport de Paris, c'est également un acte politique, puisque si on regarde le programme du dernier candidat LR à une élection présidentielle, qui est le parti, en tout cas majoritaire au Sénat actuellement, a priori les privatisations, ils ne sont pas entièrement opposés, et là, ils ont marqué un acte. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, éditorialiste à l'Express. Merci. On passe à la revue de l'actualité des unes de la presse quotidienne régionale dans un instant. À la une de la Provence, la nature en souffrance après cette canicule. La canicule fait aussi des ravages sur la faune et la flore. L'épisode de ces derniers jours a eu raison d'une bonne partie de la faune aquatique marignanaise. Ce matin, une cellule de crise a été mise en place par la mairie de Marignane après la découverte de plusieurs centaines de poissons morts du côté de l'étang de Bolmont, c'est près de l'étang de Berre. Dans le Vaucluse, ce sont les vignes qui se dessèchent du fait des très fortes chaleurs. Et dans l'Hérault, les élevages payent également un lourd tribut. À la une de l'Alsace, ce sont les records de chaleur qui sont battus dans ce département. Oui, record de chaleur absolu. Hier, à Strasbourg, 38,8 degrés relevés dimanche à 17h. À Colmar, le mercure est monté à 38,6 degrés. Et puis au sud de la région, à Mulhouse, le thermomètre affichait 36,1 degrés. Mais soulagement pour les Alsaciens. Dimanche, hier, c'était la dernière journée caniculaire. Voilà, on continue avec le Dauphiné libéré. Ce sont le diesel, des normes encore plus strictes qui démarrent ce matin. Absolument.
le contrôle technique se durcit pour le diesel avec un nouveau test anti-pollution. Si la plupart devraient pouvoir répondre aux normes, la mesure marque un nouveau tournant dans la chasse au gazole. L'application de cette réforme prévue pour janvier dernier avait été différée à cause du mouvement des Gilets jaunes, mais cette fois elle est applicable aux véhicules plus récents mis en circulation entre 2011 et 2015. L'indépendant de Perpignan, ils veulent une bio plus écolo, le bio. Oui, bilan carbone, gaspillage ou encore économie vertueuse. Pour certains viticulteurs des Pyrénées-Orientales, il faut élargir les principes de la filière bio traditionnelle. Le label bio est-il toujours le plus pertinent pour la planète? C'est la question que se posent ces viticulteurs. En effet, bio ne veut pas toujours dire éco-responsable. Certains dans les Pyrénées-Orientales ont donc décidé d'aller au-delà de la pastille verte, comme Dominique et son épouse Solène. Leur projet est bien une cave de vinification qui allie photovoltaïque, énergie positive et récupération de l'eau de pluie. Merci Saveria, on vous retrouve demain. Au revoir. Oui, très bonne journée à tous et à demain. Voilà, nous on continue dans un instant. Eh bien, c'est la météo des territoires, le temps qu'il fait. Vous allez voir, Gilles Bourroux vous expliquer que la canicule s'arrête dans beaucoup de départements, sauf le sud-est. Et puis le Zap Matin de Christophe Combarieux avec ce qui s'est passé dans les autres matinales d'infos chez nos confrères ce matin. On se retrouve juste après. À tout de suite. Professionnel, avec Coyote Business, géolocalisez vos véhicules et pilotez votre flotte en temps réel. Coyote Business vous présente la météo des territoires. Coyote Business vous a présenté la météo des territoires. Il est urgent d'affronter la réalité climatique, déclare Nicolas Hulot dans une interview à Ouest France, et de poursuivre. Nous devons absolument nous rassembler au-delà de toutes nos barrières politiques, religieuses, pour changer nos modes de vie. En temps de guerre, on est capable de s'unir sur l'essentiel et nous sommes en guerre. C'est un fait que sa parole est amoindrie par son passage gouvernemental. On ne va pas épiloguer là-dessus. Et en même temps, ce qu'il pointe, c'est une réalité. Nous sommes dans une guerre à l'effet de serre. Si nous ne voulons pas mener cette guerre, nous en subirons directement les conséquences. C'est-à-dire que nous subirons les dégâts que nous voyons là aujourd'hui avec la canicule. Moi j'ai entendu Nicolas Hulot ce week-end qui disait qu'il faut s'unir tous ensemble. Si vraiment Yannick Jadot est persuadé qu'il y a urgence à agir, qu'il arrête de passer son temps à critiquer et qu'il vienne se retrousser les manches avec nous. Ça suffit maintenant. Les gens qui restent sur le bord de la route et qui comptent les points. Ils vous font la leçon, quoi. C'est ça qui vous agace. Oui, mais c'est pas nouveau. Hein. Ça fait très longtemps que c'est comme ça. Moi, c'est pour ça que j'ai quitté Europe Écologie Les Verts. Ce Big Bang, ça dit l'ambition. C'est-à-dire qu'à l'issue des élections européennes, on a estimé qu'il y avait une forme d'onde de choc, d'électrochoc même, et qu'il fallait prendre la mesure du paysage politique qui était en train de se cristalliser dans notre pays. Big Bang de la gauche, ça fait à peu près 50 fois qu'on en entend parler depuis des années et ça ne marche pas. Donc j'ai l'impression, d'ailleurs ils font ça dans un cirque qui s'appelle le cirque Romanesque. C'est tout à fait significatif. Moi j'aurais pas pris ce lieu-là, mais oui. Bon, voilà. Moi j'ai regardé un petit peu les intervenants, j'ai regardé un petit peu ce qui se dégageait de ce grand Big Bang. En fait c'est la confusion à tous les étages. Et la France Insoumise, comme les Républicains d'ailleurs, ont été laminés parce que ce sont des partis de la confusion. Qui remplacera Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne? Les dirigeants sont actuellement réunis lors d'un sommet de crise à Bruxelles. Et donc il y a eu tout un travail de consultation qui se poursuit. Donald Tusk en donnera tout à l'heure la réponse. Mais il faut qu'il y ait en effet des femmes et des hommes qui viennent aussi de l'Est de l'Europe dans l'équation finale, et il faut qu'il y ait autant d'hommes que de femmes. Après, pour moi, c'est le critère de la compétence et de la cohérence par rapport au projet qui a toujours été le guide. Et donc pour nous, ce qui est important, et c'est aussi pour ça que ces discussions sont des discussions qui traînent un peu en longueur, c'est important d'être d'accord sur l'ambition, le mandat qu'on donne à la Commission européenne avant de se mettre d'accord sur des noms. J'avais donné les critères de cette nouvelle équipe. La compétence,
en citant plusieurs noms, Michel Barnier, Margrethe Vestager, Franz Timmermans, entre autres. Ça dit aussi le manque de leadership sur la scène européenne, et on a l'impression parfois que cette Union européenne va un peu à volo, qu'elle navigue à vue. Voilà, merci de nous avoir suivis et merci de votre fidélité constante. Demain, on reçoit Stanislas Guerini, le délégué général de La République En Marche, dans Territoire d'Info, en direct sur ce plateau. D'ici là, passez une bonne journée et à demain, au revoir.